Le monde aurait bien besoin d'un énorme câlin. Alors, comment consoler les autres et être consolé? Voici l'art de la consolation avec Christophe André. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement, te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Christophe André pour parler du pouvoir de la consolation et comment consoler et être consolé nous relie et nous rend humains. Salut Christophe. Bonjour Pierre. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es médecin psychiatre, désormais à la retraite, spécialiste de la psychologie des émotions et de la méditation pleine conscience. Tu as grandi à Toulouse, comme moi. Il fallait que je le cale parce que quand j'ai appris ça, j'étais trop fier. Et à mes yeux, tu as beaucoup contribué à pas mal de choses, mais notamment à rendre la médecine plus humaine. Et tu le prouves avec ton dernier livre, Consolation, dont on va parler, celle que l'on donne et celle que l'on reçoit. Pour commencer, il y a 6 ans, tu tombes gravement malade, au point de te demander carrément si tu vas mourir en fait. Et pendant cette période, tu retombes sur le marque-page offert par un de tes patients à Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Oui. Ça a été le déclic, effectivement, qui m'a poussé à écrire ce livre sur la consolation. J'ai eu un cancer du poumon et je trouvais que oui. c'était très injuste puisque j'étais non-fumeur. Ouais. Mais bon, voilà, comme tu le sais, la pollution, on est en train de s'apercevoir que la pollution dans les villes provoque un nombre de cas très important de cancer des non-fumeurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Je crois que c'est 30 000 morts Et par an donc, en France. évidemment, j'ai eu très peur. Aucun cancer n'est agréable à avoir, mais celui-ci pose beaucoup de problèmes. En tout cas, j'ai pensé donc à ma mort et alors j'ai commencé à ranger un peu mes affaires en me disant: «Bon, je sais pas trop comment ça va finir cette histoire, mais mets un peu d'ordre dans tes affaires pour pas trop casser les pieds de tes filles et de ton épouse si par hasard tu devais mourir». Et en rangeant mes livres de psychiatrie. Ah, donc c'était vraiment en rangeant tes affaires comme si... d'accord, c'était pas juste y traîner sur ton bureau, c'était... Non, je me disais, bon, voilà, quand quelqu'un meurt et qu'on se retrouve avec un bazar Bah oui, c'est administratif, compliqué. Et puis... voilà, ça augmente Oui. le chagrin, enfin, ça rajoute des ennuis Puis au du boulot, chagrin, oui. c'est inutile. Bon, bref, je tombe sur un livre que je m'apprête à donner et je tombe sur ce marque-page dont tu parlais, qui était le marque-page que m'avait offert un patient. Alors, il me l'avait offert dans un livre. C'était un patient, le pauvre, il avait plein de problèmes. Il était très charmant, mais il était toxicomane, kleptomane, enfin, tous les malheurs du monde sur ses épaules. Et il avait volé ce livre, évidemment, il me l'a avoué après. Mais c'était très gentil, il me l'offrait avec un marque-page me disant que je le consolais, qu'à chaque fois qu'il me voyait, je le consolais, en gros. Je me souviens pas exactement, j'ai recopié ça dans le livre. Et j'ai repensé à ce patient et tout à coup, je me suis souvenu effectivement de ma détresse face à lui. C'est-à-dire, j'arrivais pas à le guérir en réalité. Ouais. C'était un cas compliqué. Je faisais de mon mieux. Je crois qu'il faisait de son mieux aussi, mais je n'arrivais pas à le guérir. Il restait de temps en temps avec des bouffées dépressives, des crises d'alcoolisme, des périodes de kleptomanie épouvantables. Et pourtant, il revenait me voir. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi il revient? Puisque je peux pas le guérir. Et en fait, là, en relisant ce petit marque-page, j'ai compris que je le guérissais pas, mais je le consolais. C'est-à-dire, malgré mon impuissance, je lui faisais du bien Ouais. et il avait l'intuition que personne, de toute façon, ne pourrait le guérir, alors que là, il avait trouvé un psy avec qui il s'entendait bien, qu'il aimait bien. Moi, j'aimais beaucoup ce garçon et qui le consolait. Et tout à coup, j'ai compris que j'avais passé ma vie non seulement à soigner en tant que médecin, ça je le savais, j'en étais persuadé, c'était passionnant, j'étais très content d'avoir fait ça, mais que j'avais aussi fait autre chose sans le savoir, que j'avais beaucoup consolé mes patients. Et là, ça a commencé à prendre feu dans ma tête en me disant: «Ben voilà, tu es à ton tour aujourd'hui dans une position de patient, qui n'est pas sûr de guérir. Tu reçois des soins de la part des personnes qui s'occupent de toi, des équipes de cancérologie, mais tu ne sais pas comment ça va finir». Et je sentais bien qu'il ne fallait pas que des soins, mais que j'avais aussi besoin de cette fameuse consolation. Donc ça a été le point de départ, effectivement. Oui, tu disais que quand on frôle la mort, la beauté de la vie te saute plus aux yeux parce que tu risques de la perdre, et que ce soit effectivement un mot d'encouragement d'un soignant, ou un sourire ou un paysage, ça te faisait énormément de bien, quoi.
Absolument, c'est-à-dire c'est toujours cette espèce de situation ironique. On passe notre temps à vivre en oubliant qu'on va mourir et du coup, on Mmh. gaspille des tas de moments et il faut parfois que le drame, l'adversité nous frappe pour qu'on ouvre les yeux sur le fait que simplement vivre, même avec des petits ennuis, des petits soucis, des gros ennuis, des gros soucis, c'est une chance et c'est toujours mieux de vivre que de ne pas vivre, d'exister plutôt que de ne pas exister. Si on était sage, on n'aurait pas besoin d'attraper un cancer ou de traverser un deuil pour ça, pour réaliser ça, mais comme nous ne sommes pas sages pour la plupart d'entre nous, c'est le seul bienfait, si j'ose dire, de l'adversité, si on lui survit, c'est qu'elle nous ouvre les yeux sur le fait que la vie, c'est quand Mmh. même un truc extraordinaire à traverser quand même. Pourtant, je pense que tu étais pas le moins sage avant d'avoir ton cancer quand même, hein, Moi, ça me tient à cœur de te recevoir aujourd'hui parce que dans ce podcast, même s'il y a eu Frédéric Lenoir ou Thomas Dansbourg que tu connais bien, j'imagine, bon, on parle surtout d'écologie, de féminisme, etc. Mais à chaque fois, comment je choisis mes invités et ce qui me touche chez vous, c'est que vous nous reconnectez à notre humanité. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet, parce que clairement, j'ai pleuré en lisant ton livre. J'ai pleuré de beauté, de tristesse et de joie, tellement c'est humain, justement. Alors, merci. Merci Et, à toi. et je me demandais, selon toi, pourquoi consoler ou être consolé, c'est quelque chose de profondément humain? Bah, c'est un acte, qui est très touchant, la consolation, parce que si on définit, c'est pour, rappeler quand même la définition de la consolation, c'est Ouais, tout ce qu'on propose à quelqu'un quand on ne peut pas résoudre son problème, quand on ne peut pas supprimer l'adversité qui le frappe. ouais, Heu, Si je console un ami endeuillé, si je console un ami qui a été abandonné par son conjoint, si je console un ami malade, je ne peux pas ressusciter la personne qui est morte, je ne peux pas faire revenir le conjoint, je ne peux pas supprimer la maladie, mais je sais aussi que je ne peux pas laisser la personne toute seule et qu'il faut que je sois là, que je dise quelque chose, que je fasse ou que je propose ma présence, mon affection. Et c'est ça l'esprit de la consolation, c'est je suis impuissant à supprimer la peine qui frappe cette personne, mais je veux quand même qu'elle ne traverse pas cette adversité toute seule et je veux être à ses côtés. Et le philosophe qui a le mieux sans doute résumé l'esprit de la consolation, c'est André Comte-Sponville qui a mmh, dit: «La consolation, elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante». Elle est nécessaire parce que effectivement, lorsque elle quelqu'un recrée est du dans lien. la peine, dans la détresse, dans le chagrin, ne pas venir à ses côtés, c'est doubler cette peine, cette détresse et ce chagrin. Toutes les épreuves que nous traversons dans la solitude, sont encore plus difficiles que celles que nous traversons en étant accompagnés. Mmh, Même si dans l'épreuve, on est toujours seul. Personne ne peut oui. traverser une épreuve à notre place, mais savoir qu'on est aimé et soutenu, c'est tout de même quelque chose qui allège un petit peu le poids. Donc, elle est toujours nécessaire, cette consolation, mais elle est toujours insuffisante, c'est-à-dire qu'elle ne règle pas les problèmes, elle ne s'adresse pas aux situations, mais aux émotions de la personne qui souffre. Et elle est toujours insuffisante aussi parce que ça n'arrive jamais finalement qu'on aille consoler quelqu'un et qu'après nous avoir écoutés, ils nous disent: «Ah ça y est, je vais beaucoup mieux, je suis totalement consolé». Ça marche pas comme ça. C'est une sorte de remède à long terme, la Ouais, consolation. On vient consoler un proche qui pleure, non pas pour l'empêcher de pleurer, mais pour lui permettre de pleurer avec nous, de pleurer non pas seul, mais accompagné. Et on sait bien que le chagrin sera toujours là après qu'on ait tenté de le consoler, mais on sait aussi que un petit quelque chose lui aura été donné, dont il fera peut-être un support, dont mmh, il comprendra peu à peu que c'est tout de même une raison, pour continuer de vivre et d'avancer. j'adore. En plus, tu as les yeux qui brillent quand on parle, c'est génial. Tu racontes, qu'avant cet accident, tu te contentais entre guillemets, enfin c'est ce qu'on apprend en médecin, hein, de soigner, d'expliquer aux patients et de les encourager, mais pas de consoler justement. Alors qu'après ce cancer, spoiler, tu n'es pas mort, mais tu as appris, la consolation. Donc tu écris, c'est-à-dire consoler pour vivre avec les orages, consoler pour sortir de la solitude et recréer du lien avec le vivant. Je doute que tu étais un médecin complètement frigide avant et qui a vraiment eu un changement avant-après radical avec ce déclic de la consolation pour toi.
Par exemple, tu racontes qu'à la fin de consultations difficiles, déjà avant, quand tu raccompagnais les gens à la porte de ton cabinet, voilà, tu leur disais des choses simples. Je sais que c'est difficile, mais on va y arriver. Prenez soin de vous jusqu'à notre prochaine rencontre. Et tes patients te disaient que ça allait toucher vraiment. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ce déclic de la maladie, du marque-page et de la consolation a changé en plus dans ta vie, toi qui étais déjà un peu ouvert à cette bienveillance? Oui, effectivement, comme tu le dis, j'étais déjà consolateur, mais ça ne m'intéressait pas au point de vue théorique. Je n'y réfléchissais pas. Autant j'essayais d'être un meilleur soignant, Oui, je lisais, je réfléchissais, j'expérimentais, je me formais, autant cette dimension de la consolation, c'est-à-dire que fait un soignant une fois qu'il a fini de soigner et qu'il y a toujours de la souffrance? Et ben cette dimension, bien sûr que j'avais l'intuition que la gentillesse, la bienveillance, la fraternité, mmh, étaient nécessaires dans mon métier, mais je ne la réfléchissais pas, je ne oui, la c'était pas pensais conscient. pas. Et c'est après cette période que j'ai commencé à théoriser un peu là-dessus. Parce que c'est important pour nous les soignants et je crois pour les humains, non seulement de faire les choses, mais de comprendre aussi quel sens elles ont, les mécanismes. Et c'est vrai que, bah, par exemple, dans un couple, c'est important d'être à l'écoute du conjoint, de tenter de régler les conflits sans trop de déchirement, mais c'est important aussi de comprendre comment marche un couple, de comprendre que l'amour ne suffit pas, qu'il y a des mécanismes de mauvaise écoute qui conduisent à la discorde et que connaître certaines techniques de communication peuvent aider sans être des remèdes miracles. Et dans toutes les situations humaines, au fond, il y a ce que nous faisons intuitivement, que je faisais avec la consolation, et puis il y a ce que nous essayons d'améliorer encore en mettant à plat, en décortiquant, en analysant, en comprenant. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la consolation. Quand j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire ce livre, je me disais, bon, allez, tu vas faire un petit livre, quoi, ça va faire 50, 100 pages sur Oui, ton j'étais surpris, expérience. c'est un Bah, vrai guide pratique, très riche. voilà, puis du coup, je me suis retrouvé, je ne sais pas combien de pages fait mon livre, mais il doit avoir 300 pages ou un truc Ouais, comme ça. Et là, j'ai touché du doigt que cette consolation, elle était vraiment au cœur de la condition humaine. Parce que quand on parle de consolation, il y a des petits clichés qui apparaissent, qui sont deux extrêmes d'ailleurs. Il y a le cliché de la petite consolation bénigne qu'on propose à un enfant qui pleure, hein. ouais, Voilà, on console un enfant qui s'est blessé, qui s'est fait mal, qui a perdu son jouet, qui s'est fait rejeter par les autres et petit chagrin, petite consolation, mais voilà, on appelle ça j'ai consolé mon enfant. Et puis à l'autre extrême, il y a les consolations qu'on s'efforce de proposer aux personnes endeuillées. On essaie de donner aux personnes endeuillées des raisons de continuer à vivre, pour qu'elles ne se laissent pas glisser dans le désespoir ou l'envie d'en finir elles-mêmes. Mais entre les 2, toute notre vie, nous avons besoin des consolations parce que toute notre vie, nous sommes confrontés à des adversités, des maladies, des difficultés, des conflits, des rejets, des souffrances et ça n'arrête pas. La vie ouais. humaine, je dis souvent ça de façon un peu provocante, mais bon, et voilà, parfois il faut provoquer pour ouvrir les yeux des personnes, c'est vivre, c'est naître, souffrir, vieillir et mourir. Si nous étions seuls pour affronter tout ça, s'il n'y avait pas entre les moments de souffrance, des moments de bonheur, de fraternité, de consolation, si tous nos chagrins, toutes nos douleurs n'étaient pas à un moment donné consolés, ça vaudrait pas la peine d'exister. Et la consolation, elle s'inscrit dans ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire ce sentiment qu'on n'est pas seul face à cette condition humaine qui est terrible par certains aspects, hein. On va tous mourir, ça c'est pas très rigolo, mais on n'est pas seul, on est tous sur le même bateau et on est là pour s'épauler, on est là pour se faire le plus de bien possible, les uns les autres et ça, c'est merveilleux. Et donc cette consolation, je la vois comme un acte de fraternité, de bienveillance. Donc ouais, ouais, je la vois comme un fil qui parcourt n nos vies tout entières et du coup, j'ai été surpris moi-même de voir à quel point on avait tous besoin d'être consolés et comment on n'arrête pas de passer du rôle de consolateur, Ouais. consolatrice à celui de personne consolée tout au long de notre vie aussi. Il y a aussi un art de recevoir et d'accepter la Ouais. consolation.
T'écris que la consolation, c'est ce qui suspend la souffrance pour redonner goût à la vie. Et donc, c'est mille et une façons de soulager des petites peines, que ce soit une parole qui nous a blessés quand on a raté un train ou passé une sale journée, ou des peines plus grandes, comme on l'a évoqué, une rupture amoureuse, un licenciement ou un deuil. Par exemple, un jour, tu as reçu la lettre d'une mère dont la fille a été assassinée par les terroristes du Mmh. Bataclan. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elle t'a écrit et comment est-ce qu'on fait pour consoler l'inconsolable? Ouais, ça c'est le cas de figure, je crois, où effectivement, il y a le plus grand nombre de personnes qui vont rester inconsolables. C'est-à-dire, ce sont les parents qui perdent un enfant. Parce que lorsqu'on perd un ami, peut se dire: «Voilà, c'est une adversité, mais ça aurait pu être moi». Lorsqu'on perd un parent, on comprend que c'est dans l'ordre des choses de perdre Mmh. nos parents, ils sont plus âgés que nous. Mais lorsqu'on perd un enfant, on est dans quelque chose D'injuste. d'inacceptable, Mmh. d'inadmissible et beaucoup de parents, endeuillés gardent une part d'inconsolable en eux. Donc le jour où j'ai reçu la lettre de cette maman dont la fille était morte, dans les attentats du Bataclan, j'étais à la fois très touché par sa confiance. Elle s'adressait à moi pour me demander que faire d'elle finalement. Est-ce qu'elle pouvait être consolée ou qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour, continuer de vivre malgré ce deuil? Donc j'ai beaucoup réfléchi, puis je lui ai écrit une longue lettre, une longue réponse que je fais figurer au début du livre, où en gros je lui dis je commence en lui disant: «Je suis pas sûr de pouvoir vous consoler. Moi je c'est ce que vous avez vécu, c'est tellement douloureux que je suis pas sûr de pouvoir vous consoler. Je n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent de faire votre deuil, de faire ceci, de faire cela. Faites de votre mieux et ce mieux peut-être qu'il va consister pour vous à rester en lien avec votre fille, à continuer d'être en lien avec elle, de songer à tout ce qu'elle avait de beau, de fort, de bon, à songer, à quel point ça a été génial pour vous de passer 20-25 ans avec elle. Ne restez pas seulement sur l'idée de la mort, mais gardez votre fille en vie en vous. Vivez avec elle et partagez le plus de moments, de votre vie avec elle, dédiez-les lui et cetera. C'est quand on fait ça, on marche sur des œufs parce que déjà la consolation, c'est délicat. On a toujours Ouais. peur de raviver les blessures, de dire des Mmh. choses qui vont, faire encore plus pleurer la personne. C'est délicat quand on a les gens en face, mais alors quand on écrit, quand tu écris à quelqu'un que tu n'as pas en face Tu de connais pas toi, en plus. Mmh. tu sais pas dans quel état la personne va recevoir ta lettre, tu ne sais pas comment elle va accueillir tes Mmh. paroles et donc c'est toujours très, très délicat et c'est vrai que quand j'ai relu cette lettre des années après, au moment où j'ai écrit le livre, j'ai trouvé qu'elle contenait un résumé de toutes mes convictions sur la consolation. On ne peut que proposer, on ne peut qu'accompagner et surtout, surtout, la consolation, c'est une remise en lien. Ça, je crois que sur un plan théorique, c'est très important à comprendre. La souffrance nous replie sur nous-mêmes. La désolation, l'adversité, la maladie tendent à nous faire nous replier sur nous. On a Mmh. l'impression d'être seul dans l'adversité, on a une impression d'injustice ou de fatalité. Et être consolé, accepter d'être consolé, c'est de son mieux s'efforcer de se remettre en lien avec les autres, avec la nature, de se remettre en lien avec la vie, tout simplement. Et pour les endeuillés, ce qu'on voit, c'est que les endeuillés, qui, au fond, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, on ne peut pas dire se remettre d'un deuil, on se remet jamais d'un deuil, mais les endeuillés qui arrivent le mieux à continuer de vivre malgré l'absence de la Mmh. personne qu'ils ont perdue, sont ceux qui souvent ont gardé un lien avec elle et un lien qui n'est pas que un lien de manque, que un lien de douleur, mais qui est aussi un lien de bonheur. Se dire finalement: «Est-ce que j'aurais préféré ne jamais avoir connu cette personne, ne jamais avoir eu cette fille, ce conjoint? Ou est-ce que je préfère l'avoir connue et l'avoir perdue?» Mmh. Mais c'est c'est très délicat émotionnellement et c'est pour Bah ça que oui. la Mmh. consolation, souvent, on a peur d'y aller parce qu'on a peur de pas dire les bonnes choses. Bah, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui nous permettent de décortiquer tout ça et de mettre des mots et de partager des conseils pratiques. Pour clarifier, du coup,
consoler quelqu'un, j'ai l'impression que ça peut prendre mille et une formes. Est-ce que c'est juste faire acte de présence et être là pour la personne et surtout l'écouter? Est-ce que pour toi, c'est plutôt avoir des attentions, lui faire à manger? Est-ce que c'est lui faire un compliment ou dire à un proche qu'on l'aime ou comme tu l'écris dans un passage, lui écrire un SMS si on la connaît pas trop, juste pour dire je pense à toi, je t'embrasse fort. Est-ce que tu peux nous partager comme ça des exemples très variés de formes que peut prendre la consolation ou on pense surtout au câlin, mais en fait, ça peut être très varié? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, le premier obstacle, beaucoup d'entre nous ont peur de mal faire. On a très peur Mmh. des maladresses, alors qu'en fait, le pire en matière de consolation, c'est pas la maladresse, c'est l'absence. C'est ne pas aller vers la personne et ne pas essayer de la consoler. Alors bien sûr, les maladresses, elles peuvent faire mal, elles peuvent accroître la tristesse, elles peuvent mettre en colère, hein. Si je console mal quelqu'un, ça peut l'énerver, il peut m'agresser, mais c'est de la vie. On remet de la vie, même si c'est sous forme d'une émotion qui agace, et cetera. L'abandon de la personne, ne pas aller vers la personne, c'est la mort. On double son chagrin, sa peine, son sentiment de solitude. Donc, mon premier conseil, c'est allez-y, n'ayez pas peur de mal faire. Vaut mieux Ouais. mal faire que ne pas faire en matière de consolation. Par contre, il y a des étapes à respecter. C'est-à-dire, en général, OK. quand on essaie de consoler quelqu'un, on est trop on cherche trop à dire des choses qui peuvent apaiser. On se dit: «Mais comment je pourrais apaiser sa peine en lui disant tel ou tel truc?» De relativiser, que ça arrive à tout le monde, que moi aussi j'ai traversé ça. Alors qu'en fait, tu parlais de câlin, très souvent, le premier temps de la consolation, c'est la présence. Si on connaît assez bien la personne, des gestes d'affection simples, prendre la main, tenir par l'épaule, Mmh. voire faire un câlin. Ça, c'est ce que tu disais d'ailleurs pour, qu'avec tes patients justement, avant tu le faisais de temps en temps, mais pas forcément consciemment, mais juste, bon évidemment, il faut que la situation soit adaptée, mais quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, juste poser, ta main sur sa main, ça ah ouais, ça crée un contact humain qui peut être très, très fort et réconfortant, quoi. Ouais, ouais, pour les psychiatres, traditionnellement, on touche jamais nos patients Mmh. et alors qu'il y a des contacts, effectivement, une main sur l'épaule, serrer la main du patient entre tes 2 mains et cetera, Bah, tout en restant qui pro sont évidemment, mais mmh. ouais, ouais, qui sont importants. On a des études, hein, montrant que le contact physique, OK. a un effet pacificateur des émotions. Mais pour en revenir à la consolation, effectivement, de la présence, de l'attention, des mots très simples, hein. C'est pas de grand raisonnement, pas au début. La personne ne peut pas entendre tout ça quand elle est dans la détresse, mais en gros, c'est: «Je suis là, je tiens à toi, heu, dis-moi si je peux t'aider». Voilà. Et après, on peut proposer là aussi, comme tu le disais, des choses très simples. C'est-à-dire, quand une personne est dans la désolation, c'est plutôt les actes qui vont suspendre un peu sa souffrance que les raisonnements et les discours. C'est-à-dire proposer à cette personne d'aller marcher, l'aider à faire ses courses si elle est complètement effondrée, que son Mmh. frigo est vide, l'aider à accomplir des démarches administratives, hein. Quand les gens sont en deuil, par exemple, il y a plein d'emmerdements matériels qui leur tombent dessus et les aider C'est vrai. à à faire ces démarches, les accompagner dans toutes ces démarches, c'est quelque chose de très important pour eux. Et c'est exactement la consolation, c'est-à-dire ça ne résout pas le problème central qui est la disparition et le deuil, mais ça allège une part de la souffrance. Et dès que tu arrives à alléger une part de la souffrance, tu es dans la consolation. Mmh. Oui, ce que tu dis de pas avoir la situation comme un problème à résoudre parce que, bah, la plupart des situations, tu pourras pas le résoudre et surtout, c'est pas ça ce dont la personne, elle a besoin, quoi. Les quelques phrases que tu as dites, oui, ça me fait penser aux associations féministes où on apprend quoi répondre à une amie qui te confie, avoir subi des violences sexuelles ou sexistes et il y a ces phrases toutes simples, je sais pas, peut-être tu connais, mais qui font souvent beaucoup de bien aux victimes. «Je te crois, tu as bien fait de m'en parler, c'est courageux, tu n'y es pour rien. Il n'avait pas le droit, la loi l'interdit». Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est très important là par rapport, aux victimes de violences effectivement et là c'est vraiment bien l'époque qu'on vit parce qu'on est à une époque de bascule où effectivement on comprend que toute cette prudence, cette suspicion sur la parole des personnes qui ont été violentées, c'était une souffrance supplémentaire et qui, comme on le disait, hein, qui les
les repousser encore un peu plus dans la solitude, dans la culpabilité, et au lieu de leur offrir un lien, on leur proposait un jugement sur ce qui leur était arrivé. Et Ouais. même bienveillant, ce jugement était une catastrophe. Là, on commence par l'acceptation inconditionnelle pour Mmh. les aider à se sentir moins seuls, et ça, je trouve que c'est bien ce qui est en train de se Mmh. passer là, aujourd'hui autour de tout ça, oui, oui. Ouais, bah, je fais une parenthèse, mais oui, effectivement, les mensonges, ça existe, mais d'après les études, c'est que 2 des accusations de viol, Oui, donc peut-être ce serait mieux d'accueillir, d'abord 100 des gens comme si ils disaient la vérité et puis après on creuse, quoi. bien sûr, oui, oui, mais on avait inversé la règle et l'exception. Mmh, c'est ça. On avait l'impression que la règle, c'est que c'était des fantasmes et que l'exception était la Mmh, vraie agression. Mais mmh, même les médecins ont eu à faire ce boulot, hein. C'est étonnant comment même nous, les soignants, alors qu'on était censés être vraiment à l'écoute de nos patients, on était influencés par ces jugements, sociaux, qui a tendaient à faire remettre en question les accusations d'agression sexuelle ou de harcèlement, et cetera. Ouais, ouais. mmh et évidemment, j'ai dit chez les femmes, mais ça existe aussi, évidemment chez les hommes. Donc là, on a parlé des boulettes qu'on peut faire quand on veut essayer de consoler quelqu'un. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, bah, parfois, c'est difficile pour certaines personnes ou selon le moment, d'accepter d'être consolé. Surtout pour plein de gens qui ont pas, notamment des hommes, qui ont l'habitude de cacher leurs émotions ou si on a peur de paraître faible ou par fierté, on veut pas forcément avoir l'impression d'être aidé. Tu écris aussi qu'il y a la peur d'être redevable. Euh, Puis quelque part, se faire consoler, c'est accepter d'être aimé. Et un truc dont j'avais pas conscience effectivement que tu as évoqué, c'est, bah, on console les enfants, mais consoler les adultes, bizarrement, c'est mal vu. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour apprendre à recevoir une consolation? Ouais, ouais, c'est pas facile parce que pour recevoir la consolation, il faut accepter la blessure et il faut accepter que les autres voient qu'on est blessé. Ouais. Et souvent, et notamment, tu as raison, dans ces cultures un peu machistes, et donc plutôt les hommes, mais certaines femmes fonctionnent comme ça aussi. Accepter qu'on a été blessé, c'est se reconnaître perdant. Il y a beaucoup de gens qui voient la vie comme un combat, et Mmh. donc les échecs, les rejets, les blessures, eh bien, ce sont des défaites. Et donc, comme la vie est un combat, il faut pas montrer qu'on a perdu. Il y a Ouais. un dicton anglais, c'est, «Si tu nages avec des requins, il faut surtout pas saigner», et beaucoup de personnes voient la vie comme ça et donc elles ne veulent pas qu'on remarque leurs blessures, et donc quand on voit Mmh. qu'elles ont du chagrin, on essaie d'aller les consoler et on se fait rejeter parce que, pour elles, Ouais. accepter la consolation, c'est accepter l'infériorité, l'échec, la voilà. Sauf Donc il que y a ça. cacher toutes ces blessures sous un tapis, ça les fait Ouais. juste revenir fois 10 dans la Mmh. durée, quoi. Bien sûr, mais ça aussi, c'est quelque chose, dont on prend conscience peu à peu. C'est-à-dire que la force n'exclut pas la vulnérabilité. Je peux être quelqu'un de fort, de costaud, qui conduit ma vie très, très bien, mais je sais que je vais être blessé et je sais qu'il y a des moments, j'aurai besoin d'être consolé, ou en tout cas, des moments où la consolation me fera du bien. Et ça ne m'empêche pas d'être fort, costaud et d'être capable d'atteindre mes objectifs. Mais ça, c'est nouveau, cette Ouais. vision de la force intérieure, de la capacité à affronter la vie, qui est une vision beaucoup plus réaliste que celle du bloc inébranlable, voilà, le cow-boy John Wayne, et cetera. C'est des mythologies, dont on a été abreuvé pendant des générations et qui d'ailleurs fluctuent selon les époques, hein. Il y a eu des époques aussi, au Moyen Âge, les chevaliers pleuraient, s'évanouissaient, et puis OK. 2 jours après, ils massacraient une douzaine d'adversaires sur le champ de bataille. Ils avaient intégré qu'on pouvait être en pamoison devant quelqu'un qu'on aimait, et Oui, c'est cetera. vrai. Mmh. Et après, on a chassé ça et notre époque y revient. Mmh. Mais après, il y a un truc très simple aussi dans la consolation, sur un plan plus psychologique et moins lié à des clichés sociologiques, c'est que la consolation, c'est une intrusion dans mon chagrin. Et c'est très étrange, hein, mais les psys connaissent ça très, très bien. Quand tu as du chagrin, il y a presque parfois quelque chose de confortable à rester dans ton chagrin, tes Ah oui. ruminations. Tu es Mmh. blotti comme dans un canapé, dans ta tristesse, dans tes peurs. Et il y a même des personnes qui font presque durer ça, quoi, qui se déroulent des scénarios très négatifs et au fond, comme si elles avaient besoin d'être d'abord face à face avec elles-mêmes et avec leur tristesse avant de pouvoir recevoir quelqu'un qui va les consoler.
Et si on arrive dans ces moments-là, on fait intrusion dans leur phase de digestion du chagrin, et on les dérange. Ouais. On rentre dans leur chagrin. Et elles n'ont pas envie qu'on les ennuie à ce moment-là. Et parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'abord de souffrir seules avant d'ouvrir la porte à la consolation. Donc, tu vois, il y a toute une variété comme ça de profils. C'est pour ça aussi que c'est dur de consoler. C'est-à-dire, on s'avance prudemment, on essaie de se dire finalement qu'est-ce que je peux faire qui soit pas intrusif, qui soit pas trop, voilà, de donner des conseils, etc. Parce que quand quelqu'un souffre et qu'on va le consoler, cette personne a l'impression que nous, on est un chanceux, on est un vénard, on a été protégé de la souffrance. Et donc, on peut agacer aussi. On a ça malheureusement chez les parents qui ont perdu des enfants. Quand Ouais. ils voient d'autres parents jouer avec leurs enfants, Ça les va être vénards très qui dur. voilà, c'est douloureux pour eux, même si ces autres parents sont gentils avec eux, cherchent à les consoler. Donc tu vois, Mmh. la condition humaine, c'est quelque chose de passionnant, de complexe et qui rend du coup la consolation comme étant un sujet passionnant Ouais. et complexe. Mais il y a des choses à faire, des règles simples à respecter qui permettent d'éviter les catastrophes. Ouais. Je réalise que consoler, je vais pas du tout penser parce que c'est quand même un sujet très spécifique que tu as choisi, mais que c'est d'une certaine manière un peu ce que j'essaie de faire dans cette émission où, bah, notamment quand on parle de crise climatique, voilà, pour moi, c'est hyper important de pas minimiser les souffrances, du monde et les tempêtes, actuelles ou à venir, mais aussi, bah, de soulager, les anxiétés des gens qui nous écoutent et leurs douleurs, et les miennes aussi. Et j'ai un peu l'impression que chaque épisode, c'est comme, voilà, si je vous faisais à tous un gros câlin, enfin, un gros câlin par les oreilles, mais aussi pour pas qu'on devienne aigri, quoi, parce que pour pas qu'on devienne haineux ou couper des gens qui pensent pas comme nous, et que bien sûr qu'on a besoin d'amour pour rester debout, pour nous battre et protéger le vivant. Le but de la consolation n'est pas de nous détourner du monde, c'est-à-dire de nous calmer et de faire que voilà, il y a le problème, on est calmé par rapport au problème et on reste les bras croisés. Une fois de plus, hein, la consolation, son but, c'est de nous garder en lien avec la vie, avec le monde, avec les autres et de nous remettre en mouvement. Donc, effectivement, face à des situations révoltantes comme les agressions sexuelles dont tu parlais, ou comme la crise climatique découlant d'un grand nombre d'égoïsmes, des puissants et des non-puissants, hein, c'est la somme de nos égoïsmes aussi qui conduit à cette situation. Le but de la consolation n'est pas de supprimer nos émotions inconfortables, de supprimer nos colères, nos révoltes face à l'injustice ou nos inquiétudes, mais de les apaiser suffisamment pour qu'elles débouchent sur plus de lucidité et plus de clairvoyance quant à ce que nous devons faire. Donc, Ouais. la consolation, elle n'est pas là pour supprimer la souffrance, elle est là pour faire que cette souffrance ne nous empêche pas de mener notre vie là où nous voulons qu'elle aille. Et je me demandais si toi, tu avais des anecdotes ou des histoires de l'impact que ton livre Consolation a pu avoir chez des lecteurs ou des lectrices? Les témoignages que je reçois me disent tous à peu près la même chose. Ils disent merci parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à continuer de vivre, à reprendre des liens, des activités, des projets, à me tourner de nouveau vers l'avenir, vers l'action, vers le lien. Mmh. Et là, on est très content quand on voit qu'on a pu aider à distance comme ça. Ouais, j'étais surpris de lire que tu cites une étude où 70% des 15-30 ans écoutent de la musique pour se consoler. Mmh. Donc soit avec de la musique joyeuse, mais moi aussi que je le fais beaucoup avec de la musique triste, mélancolique, quand j'arrive pas à pleurer par exemple, alors que je me dis, je sais que ça me ferait du bien à certains moments. Bah, j'aime bien écouter de la musique triste parce que ça aussi j'avais lu une étude là-dessus. Voilà, ça fait écho à notre tristesse et du coup on se sent, bah, écouté, accueilli et Moins vivant seul, puisque c'est des émotions. on se Oui, sent c'est moins ça. seul, ça permet de purger notre peine et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la consolation comme une intrusion. Dans ces moments où j'ai besoin, parce que j'ai du chagrin, d'écouter de la musique triste, Ouais. si j'ai un copain guéluron qui vient me raconter des blagues, ça le fait pas, quoi. Bah C'est non. Mmh. J'aime bien ce copain, je serais ravi qu'il me raconte ses blagues demain soir, mais ce soir-là, j'ai Mmh. besoin d'être avec ma peine pour l'apprivoiser, la Mmh. digérer, la traverser. Il y a un proverbe zen que j'aime beaucoup qui dit: «Tu ne peux pas quitter un endroit
où tu n'as jamais accepté d'arriver. Tu pourras jamais te débarrasser d'une tristesse dans laquelle tu n'as pas accepté de rentrer. Et c'est pour ça que les stratégies d'esquive systématique OK. de la tristesse, en faisant des blagues, en buvant de l'alcool, en refusant d'être triste, Mmh. ce sont des mauvais moyens de traverser nos tristesses. Nos tristesses, elles sont faites pour être traversées. Et quand tu écoutes de la musique triste, c'est l'effort que tu fais. Et il faut passer par cette étape pour Ouais. après pouvoir rigoler de nouveau avec ses potes. Du coup, on peut aussi se consoler seul avec de l'art, la nature ou l'action. Heu, Tu parles d'autoconsolation, comment on fait pour, s'auto-consoler? Oui, ça m'a beaucoup intéressé aussi d'explorer ça dans le livre, parce que bien sûr, les consolations les plus fortes, les plus importantes symboliquement, ce sont les consolations que les autres nous proposent, parce qu'une fois de plus, on se sent moins seul au monde, dans Mmh. l'adversité, et cetera. Mais on ne peut pas toujours rester dans les bras des autres, on ne peut pas toujours être dépendant des autres pour se réparer, pour se consoler. Donc, il y a un moment aussi où c'est nous-mêmes qui allons devoir nous tourner vers des choses consolantes, vers des situations consolantes, effectivement, aller marcher dans la nature, lire des auteurs qui nous stimulent, écouter de la musique, faire de la musique, se changer les idées en général de manière Mmh. active, aller vers des choses qui nous nourrissent. Tout ça, c'est ce que j'appelle des autoconsolations. Tu sais, c'est ce petit carrefour. Tu as la tristesse arrive, et là, tu as le choix Ouais. entre Mmh. te laisser glisser dans la tristesse ou te dire non, ça fait 8 jours que je me laisse glisser dans la tristesse. C'est bon, là, il fait soleil. Je mets mes baskets et je sors marcher. Marcher ne résoudra pas mes problèmes, Mmh. mais en tout cas, ça les allègera un moment, beaucoup mieux que rester comme Ouais. ça, à ruminer, enfermé chez moi. Et les autoconsolations, c'est ça, ce sont tous ces petits efforts de nous remettre en mouvement, de nous relier à la vie, de regarder nos semblables vivre, de regarder la nature, les nuages passer, les arbres bouger au vent, les chiens courir comme ça. Et, 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 et ça, c'est vraiment une sorte de relais que nous pouvons prendre nous-mêmes par rapport aux consolations reçues des autres personnes. C'est très important aussi. Mmh. À quoi ça ressemblerait, pour toi, un monde avec plus de consolation? Ah! Ben, ça serait un monde meilleur, évidemment. Au fond, c'est quoi l'opposé de la consolation? Mmh. L'opposé de la consolation, c'est Yes. l'indifférence, Mmh. l'absence. C'est l'indifférence au chagrin d'autrui, à la peine d'autrui, c'est regarder ailleurs quand les autres souffrent. Et donc, je crois qu'un monde où il y aurait plus de consolation, c'est un monde où on se sentirait moins seul, un monde où finalement, il y aurait davantage de fraternité, mais et aussi davantage, je crois, de soucis à ne pas faire de peine aux autres, à ne pas blesser les autres, à ne pas agresser les autres. Donc ça fait très chimérique effectivement, hein, quand c'est dit comme ça, mais Non. heu, on revient quand même sur le sujet très important dont on parlait tout à l'heure, c'est la régulation émotionnelle. C'est-à-dire, toutes les émotions sont précieuses, même les émotions qu'on appelle négatives, hein, la tristesse, la peur, la colère, la honte, elles ont tous un petit côté utile, c'est leur excès qui est destructeur. Et je crois qu'un monde où il y aurait davantage de consolation serait forcément aussi un monde, c'est un monde où nos blessures, voilà, je cherche le fil en Ouais, t'en ouais. parlant, c'est un monde où nos blessures seraient mieux réparées. Mmh. Parce que beaucoup de ce qui va mal en nous vient de blessures qui n'ont pas été consolées. Beaucoup de gens agressifs, beaucoup de gens négatifs, beaucoup de gens maltraitants avec les autres sont aussi des gens qui n'ont pas été consolés. Alors, c'est pas une justification. Si je suis maltraitant, je dois être recadré par Mmh. les autres et empêché. C'est pas pour les absoudre, mais c'est pour dire que finalement, dans un monde rêvé où les blessures seraient consolées, eh bien, il est probable que ultérieurement, nous nous ferions moins de mal les uns aux autres. Il y a une phrase de Christian Bobin que j'adore. Ouais. C'est Bobin, donc tu le connais, c'est ce poète génial, mais qui est aussi
un extraordinaire philosophe à sa manière, poétique. Bobin, il parle à un moment de la vie humaine. Et il dit un truc, tu vois, ces trucs choquants, mais qui font beaucoup réfléchir. Il dit, ouais, tout au long de nos vies, nous nous faisons beaucoup de mal les uns aux autres. Et à la fin, nous mourrons. Et donc, tu vois, il rappelle ce que pourrait être une condition humaine où on n'arrête pas de se déchirer, de s'écharper, de se faire du mal, et puis à la fin, tout le monde meurt. Et ça, c'est l'opposé de cette société où Mmh. on essaie de ne pas faire de mal aux autres, on essaie, quand les autres ont mal, de les réconforter, de les consoler pour qu'ensuite, eux-mêmes, ne soient pas tentés de se faire du mal ou d'en faire Ouais. aux autres. Enfin, voilà. Mmh. Bon, il y a du boulot Ouais. pour arriver à ça. Mais c'est vrai que si on avance un petit peu vers ce genre de société, la vie sera quand même plus belle. Merci beaucoup, Christophe, André. Je vous mets le lien de ton livre Consolation en description. Ça peut être un merveilleux cadeau à quelqu'un qu'on veut consoler, justement. Envoie ce podcast à quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Et si cet épisode t'a plu, tu vas adorer celui avec Frédéric Lenoir sur le bonheur ou Thomas Dansbourg sur la communication non violente. Merci Christophe, ciao tout le monde. Merci Pierre, à bientôt.